Donc, c'est imprévu. Enregistré, ouais, trop de choses avancées, autant pour moi. Donc, maintenant, je vais parler des autorisations de coupe. Donc, euh, dans les bois qui n'a pas de document, dans les bois où il n'y a pas de document d'aménagement, qui pour le législateur ne présente pas de garantie de gestion durable. Eh bien, les seuils de coupe sont fixés par arrêté préfectoraux dans les départements. Dans l'Ain, le seuil est fixé à 4 hectares. C'est-à-dire que toutes les propriétés forestières qui n'ont pas de documents d'aménagement, de documents de gestion durable agréés par les services de l'État, ils devront faire la demande de la DDT pour prélever des bois sur une surface supérieure ou égale à 4 hectares dès lors qu'ils enlèvent plus de la moitié du volume des arbres de futaie. Ce sera le cas également pour toutes les coupes qui se situent en zone Natura 2000, en zone de captage d'eau, à proximité des monuments historiques ou qui sont localisés dans des périmètres d'élaboration de plans locaux d'urbanisme. On fera le lien tout à l'heure avec les documents d'aménagement d'urbanisme, mais vous voyez jusqu'où l'œil de l'État et donc du coup s'applique. Pour ce qui est de la reconstitution, là encore, il y a des dispositions réglementaires pour obliger un propriétaire qui coupe du bois à reboiser derrière. Donc on a vu, hein, c'était les ordonnances de Brunois du XIVe siècle. Dès lors qu'on coupe, il faut aussi replanter derrière. Aujourd'hui, au XXIe siècle, dans l'article du Code forestier 124 alinéa 6, eh bien, est fixée une obligation de régénération, de reconstitution satisfaisante des coupes, dès lors qu'elles ont plus que les bois ont été prélevés sur plus de 2 hectares. Il s'agit de replanter derrière. Donc, tous les documents d'aménagement, s'ils ne respectent pas ce reboisement-là, sont retoqués systématiquement. Quand ils sont retoqués, eh bien, les services de l'État peuvent confisquer les produits de la récolte. Il y a des amendes qui sont fortes. Là, on peut voir par exemple que la sanction pour un propriétaire qui ne reconstitue pas correctement ses peuplements est de l'ordre de 1 200 € par hectare. À noter que ces obligations ces seuils de défrichement et de reconstitution ne s'appliquent pas dans les peupleraies, qui sont des peuplements forestiers un peu particuliers, dans la mesure où ils se trouvent entre la production de bois et type en champ, comme en agriculture, et la forêt. Et pour tous les autres types de peuplements, ces seuils s'appliquent. Pour ce qui est du défrichement, le défrichement donc est interdit au-dessus d'un seuil de 0,5 hectares. Alors défricher les bois, c'est couper et changer la nature, la destination des sols. Parce que si vous passez un espace qui est cadastré en espace forestier, si vous coupez les bois pour changer l'usage, vous ne pouvez pas le faire au-dessus d'un seuil d'une surface d'un demi-hectare. Donc je le rappelle ici, les obligations de coupe, de reconstitution, de défrichement, elles s'appliquent pour toutes les forêts qui ne disposent pas d'un document d'aménagement, de gestion durable. Donc ça veut dire que toutes les forêts qui disposent d'un document de gestion durable ne sont pas soumises à ces autorisations, puisque ces autorisations sont validées en amont lorsqu'elles sont agréées par les services de l'État. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut bien que vous ayez en tête. Donc les réglementations forestières. Donc là on a vu généralement c'est les principaux points qui posent question aux élus.
et même aux usagers des bois et forêts. Quand on parle de coupe blanche, de défrichement, quand on parle de mauvaises pratiques en forêt, eh bien, lorsqu'on introduit, comme je viens de le faire, la notion de gestion durable, donc de documents d'aménagement, la notion régalienne de contrôle par les services de l'État, les dispositions qui sont mises en place pour la protection des zones de captage d'eau, des zones qui se situent dans des périmètres de plans locaux d'urbanisme. Voilà, ce sont ces dispositions-là qui souvent posent le plus de questions, et c'est pour ça que je voulais y revenir. À présent, quand on a parlé de réglementation forestière, on a pu voir que le code forestier était peut-être le document sur lequel s'appuyaient le plus les forestiers, mais en fait, il y a énormément de codes qui vont réglementer les activités en forêt. Il y a la réglementation européenne, avec le règlement sur les boisements de l'Union européenne, le RBUE, qui marque comme qui place sous saisie toutes les récoltes dites illégales qui ne correspondent pas aux obligations de gestion durable, c'est-à-dire celles qui ne respectent pas ce qu'on a vu tout à l'heure. Et dans la réglementation nationale, les espaces forestiers sont régis donc par le code forestier, pour ce qui est de la sylviculture, mais par le code civil également, pour ce qui est du respect de la propriété d'autrui, des droits de passage, par le code de l'environnement, qui est un code qui connaît une incrémentation contemporaine très importante, hein, avec la loi sur l'eau, les zonages Natura 2000, les sites classés, les sites inscrits. Ces dispositions du code de l'environnement peuvent avoir une incidence sur les espaces forestiers. Le code de l'urbanisme également, puisqu'il introduit, on l'a vu depuis la loi d'avenir agricole et forestier de 2014, les espaces boisés classés, les éléments protégés du paysage. Ce sont des nouveaux dispositifs réglementaires qui répondent aux attentes de la société civile, et donc, sur lesquels on reviendra de manière plus précise tout à l'heure, mais qui ont une incidence également sur les espaces forestiers. Le code de la santé publique, qui ont parlé de la protection des captages d'eau. Le code rural, qui introduit aussi les réglementations des boisements. Alors là, je serais bien curieux de savoir si vous, dans la salle, notamment les élus, vous êtes au courant de ce que c'est que la réglementation des boisements. Je vais vous demander une participation. Est-ce qu'il y en a un de vous dans la salle, alors je ne peux pas vous voir, qui est au courant de ces réglementations de boisement et qui voit à quoi cela correspond? Je vais essayer de mettre la caméra. Je n'ai pas l'impression que vous voyez. Alors, les réglementations de boisement, elles sont la compétence des départements, mais c'est à l'initiative des communes qui peuvent mettre en place sur leur territoire des arrêtés qui permettent de régir les boisements sur notamment des micro-parcellaires. C'est y a des petits espaces qui sont boisés, et si cela complique, enfin, ou du moins perturbe les éléments de paysage, eh bien on peut demander à ce qu'il soit introduit des réglementations de boisement pour limiter le mitage et les forêts en timbre-poste sur le territoire communal. Donc les réglementations qui vont aussi avoir un impact sur les espaces forestiers, ce sont donc les documents d'aménagement type les SCOT, les PLU, on va venir plus précisément là-dessus tout à l'heure, et des réglementations départementales, comme les arrêtés préfectoraux, et les réglementations locales. On discutait là-dessus, notamment avec une élue récemment, sur les dispositions qu'une commune peut prendre pour permettre ou non la circulation des engins à moteur sur des pistes forestières. Dans quelle mesure une collectivité peut intervenir là-dessus? Eh bien, voilà, on a ici des exemples
un champ d'application des réglementations locales via des arrêtés municipaux qui peuvent contrôler, limiter le passage, la circulation de certains engins dans les zones forestières. Donc, pour introduire à présent la notion de régime forestier, je voudrais rappeler que le code forestier, il s'applique il introduit des dispositions communes à tous les bois et forêts, que ce soit du particulier ou des collectivités. Et le code forestier, il introduit également des dispositions spécifiques aux forêts des collectivités. Et on va parler alors de régime forestier. Tous les bois appartenant aux collectivités qui sont susceptibles d'aménagement et d'exploitation régulière, après avis de la collectivité et sur l'application du préfet, doivent et relèvent du régime forestier. Donc le régime forestier, c'est l'outil conçu par et pensé par le code forestier pour permettre la gestion durable en forêt des collectivités. Le régime de forestier est pensé comme un gage de protection contre les aliénations, les dégradations, la surexploitation des forêts publiques. Et en fait, il cadre les missions du gestionnaire forestier public qui assure sa mission de service public, donc l'ONF, qui est le seul gestionnaire forestier pour les forêts publiques des collectivités. Donc, le régime forestier, il permet en fait à tous les propriétaires publics de bénéficier de ces services publics. L'ONF, il va établir, sa mission, c'est d'établir des plans de gestion pour la forêt. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la base de la gestion durable, ce sont ces documents d'aménagement. L'ONF, donc au-delà de planifier, donc au-delà d'établir ces plans de gestion, il va organiser la mise en œuvre des programmes de coupe et de travaux. D'ailleurs, c'est en ce moment qu'ils sont proposés en commission communale. Hein. Tous les propriétaires forestiers dans la salle vont bientôt, dans le cadre du vote des budgets communaux, vont se voir proposer par leurs techniciens forestiers territoriaux des plans de coupe et de travaux qui seront validés ou non. Hein, donc c'est sur la proposition de l'ONF, afin qu'ils soient intégrés dans les budgets communaux. Ces programmes de coupe et de travaux, donc il prévoit les coupes et il prévoit également les entrées et les sorties d'argent pour les investissements et également les recettes. Et l'ONF, il est également en charge de la commercialisation des bois et la surveillance des forêts. Donc vous voyez que là, on est vraiment dans le rôle régalien. Le code forestier et plus forte raison à travers le régime forestier, il encadre tout ce qui va être donc aménagement, planification des coupes sur le long terme, les garanties de renouvellement, les bonnes manières pour commercialiser les bois, pour valoriser les produits de la forêt, et voilà la mission régalienne également de surveillance des forêts. Les collectivités qui possèdent des bois mais qui ne sont pas au régime forestier, si c'est on encourage vivement à ce qu'elles intègrent le régime forestier, dans la mesure également où c'est ce régime forestier qui conditionne l'attribution des subventions pour les investissements en forêt. Donc là encore, je reviens sur des éléments voilà, un peu synthétiques pour que ce soit bien clair dans vos têtes. En forêt communale,
qui relèvent donc ou sectionnales des collectivités du moins qui relèvent du régime forestier, mais également les forêts domaniales, hein, qui sont celles de l'État. Le gestionnaire public unique, c'est l'Office national des forêts. Les investissements, les travaux, ils sont réalisés sur donc les propositions sont proposées par l'ONF, mais la réalisation de celle-ci passe par des commandes de marché public. Les documents d'aménagement s'appellent les aménagements forestiers. Ils sont obligatoires et l'approbation est soumise par les services de l'État. Pour ce qui est de la forêt privée, il y a une multitude de gestionnaires possibles. Donc, ce sont des gestionnaires forestiers agréés. On peut passer également par des coopératives forestières ou des associations où elle peut être également faite par le propriétaire, hein, dès lors que ensuite ils sont agréés dès lors que les documents d'aménagement sont agréés par les services de l'État. Les documents d'aménagement il y a plusieurs appellations. On les appelle soit les plans simples de gestion. Donc ça, ils sont obligatoires pour tous les domaines forestiers qui sont supérieurs à 25 hectares. Et ils sont fortement recommandés pour tous les domaines forestiers appartenant à un propriétaire qui sont supérieurs à 10 hectares. Et il existe également des documents d'aménagement qui conviennent davantage à des plus petites propriétés, qui sont les codes des bonnes pratiques sylvicoles ou les règlements types de gestion. L'organisme qui supervise et qui accompagne la forêt privée en France, c'est le CNPF, le Centre national de la propriété forestière, qui est un établissement d'intérêt public qui approuve les documents de gestion et qui est consulté dans la mise en œuvre des politiques forestières territoriales. Alors, je vais faire un petit appel, savoir si Fabrice Gallet est dans la salle. Bastien, il y a un problème. J'essaie de l'appeler justement, Fabrice. Est-ce que tu m'entends, Bastien? C'est Valérie. Je t'entends, Valérie. Oui. En fait, il y a un problème. Fabrice essaye de se connecter et il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à rejoindre la salle. Et je comprends pas trop la nature de son message. Il dit que je suis censée l'autoriser à entrer, mais voilà, c'est toi qui as lancé le GoToMeeting, donc je pense qu'il y a un souci. Est-ce que tu peux lui conseiller ou lui demander de nous rejoindre par téléphone? Oui, via je le vais l'appeler. numéro, Ok, d'accord. Moi, Merci je l'appelle beaucoup. tout de suite et puis, ok, très bien. Ok. Voilà, que Fabrice qui présentera de manière un peu plus vivante peut-être le rôle de l'Office national des forêts et ses missions, ses différentes missions aujourd'hui. Hein, l'Office national des forêts qui est au cœur de beaucoup de débats à l'échelle nationale, voilà, avec qui on travaille beaucoup tout au long de l'année, nous ici aux communes forestières. Il faut savoir que il y a un partenariat fort en fait entre. Ici, je vous mets une diapositive sur la charte de la forêt communale, puisqu'elle définit en fait, elle est signée entre l'Office national des forêts et la Fédération des communes forestières pour préciser les prestations de l'ONF, celles qui rentrent dans le régime forestier et celles qui relèvent des conventions du domaine concurrentiel, et qui donnent lieu donc à des rémunérations. C'est assez stratégique et aujourd'hui, voilà, comme dans plusieurs missions qui étaient de missions de service public, ben, dans le cadre voilà, de décentralisation, parfois du désengagement de l'État de certaines missions d'intérêt général, on assiste à une reconfiguration des établissements publics et donc on doit suivre de manière attentive ce qui rentre ou pas dans le régime forestier. Je vous ai présenté tout à l'heure les missions régaliennes, hein, la commercialisation, la surveillance des forêts, mais en fait, en forêt, il y a énormément d'investissements à faire hein, quand on va faire des études d'impact, quand on va réaliser des voiries forestières, lorsque l'on va simplement rechercher le parcellaire, reborner des
des parcelles pour bien connaître les limites. Il y a des propositions de travaux qui sont soumis à l'ONF et, et, et progressivement, on peut se poser la question, voilà, de la capacité par l'ONF de remplir toutes ces missions au vu des moyens qui leur sont alloués dans le cadre de leur mission d'intérêt général. On travaille donc beaucoup avec l'ONF, hein, comme des partenaires sur les dossiers de commercialisation, de valorisation des domaines forestiers, des réglementations, etc. Et on siège également avec eux dans les commissions nationales, donc que ce soit celui de la forêt communale, mais également le comité régional des ventes, de la biodiversité. Ce sont des partenaires techniques de qualité sur énormément de dossiers. Toute la première partie donc de cet exposé avait pour but de rappeler l'esprit de la loi, le cadre réglementaire, ce qui est particulièrement, voilà, quand on parle de sauvegarde des forêts, que les forêts sont placées sous sauvegarde de la nation, on a rappelé là, lors des diapositives précédentes ce qui était particulièrement vérifié et ce qui était attendu de la part du législateur, donc les obligations en ce qui concerne le reboisement, le renouvellement, le régime forestier obligatoire pour les forêts publiques et un peu les contours de ce régime forestier. On a vu également ce qui avait trait à la forêt privée. À présent, toi, en tant que chef du service forêt pour l'agence 1 Loire-Rhône, tu pourrais nous présenter tes missions. Voilà, qu'est-ce que c'est que d'articuler, de coordonner les différents aménagements forestiers à l'échelle d'une agence? Et qu'est-ce que vous avez bien à l'esprit pour garantir ce concept de gestion durable qui est aujourd'hui de plus en plus encadré par la loi, beaucoup d'efforts de définition pour que ça rentre dans des notions de droit. Mais qu'est-ce que c'est dans la pratique pour vos équipes, vous, à l'ONF? Oui, bien bonjour à tous. Fabrice Gallet, chef du service forêt de l'agence Loire-Rhône à Bourg. Effectivement, alors, le service forêt, les différentes missions du service forêt, c'est bon d'être effectivement en appui des unités territoriales de l'agence. Hein, on en a 6. Hein, et donc, une des grosses missions du service forêt, c'est effectivement l'élaboration des aménagements forestiers. Hein, donc, aménagement forestier, c'est le terme consacré à l'ONF. Hein, en fait, c'est un document de gestion durable. Puisqu'en forêt privée, on a l'équivalent, les PSG, les CPPS aussi qui peuvent être considérés comme des documents de gestion durable. Et donc, voilà, notre grosse mission du service, c'est effectivement l'élaboration de ces documents. Donc, c'est une procédure qui est très cadrée, hein, puisqu'au final, les aménagements forestiers sont quand même validés par le préfet. On a un cadre à respecter au niveau de la forme. Et puis, bon, ces aménagements forestiers, au niveau de la procédure, eh bien, on va analyser effectivement la forêt, le contexte, les peuplements, bon, les stations forestières. Et puis on va travailler aussi avec les propriétaires, hein, qui au final valideront ou pas l'aménagement qu'on leur proposera. Alors, bien sûr, on s'arrange pour que effectivement qu'il y ait un travail de concertation en amont avec le propriétaire, mais aussi avec les parties intéressées. Je pense par exemple à l'Adréal quand on est sur site Natura 2000 et on est obligé de faire intervenir ces services-là aussi, puisqu'ils ont leur mot à dire sur le contenu de l'aménagement. Et donc, une fois que l'aménagement est validé par le propriétaire, que les objectifs ont été assignés à la forêt, eh bien, les équipes de l'ONF
mettent en œuvre l'aménagement forestier sur la durée qui, là, chez nous, est d'une vingtaine d'années. Donc voilà, c'est un gros travail qui est fait par le service forêt. En amont de la gestion durable, hein, ce qui est important, c'est qu'il y a tout le volet foncier. On ne peut pas faire de gestion forestière et de gestion durable sans avoir travaillé sur le foncier. Donc Bastien a dû le dire, mais c'est vrai que toutes les parcelles où on peut intervenir ONF qu'une fois que les parcelles bénéficient du régime forestier, donc et c'est les parcelles cadastrales, hein, qui bénéficient du régime forestier ou éventuellement des parties de parcelles. Ça, on peut être amené parfois avec le propriétaire à ne retenir qu'une partie des parcelles cadastrales, celles qui sont boisées. Voilà, bon, parfois on prend la totalité, tout dépend après des enjeux et de la volonté aussi du propriétaire. Et donc ce volet foncier, c'est un travail qui se fait en amont. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on établit un programme, hein, d'aménagement triennal en fait, et 2 ans avant avant le commencement de la révision de l'aménagement, on travaille sur le foncier. En 20 ans, il se passe beaucoup de choses. Il peut y avoir des nouvelles acquisitions. Et donc, du coup, il faut qu'on prenne en compte aussi le fait que ces nouvelles acquisitions vont faire l'objet d'une application au régime forestier et puis d'un document de gestion durable. Et donc, on prend en compte tout ça. Voilà, après le service forêt, donc ça c'est sur la partie vraiment aménagement forestier, hein. Après, bien sûr, il y a toute la mise en œuvre de l'aménagement, donc l'élaboration des programmes de travaux chaque année. Ça, c'est une obligation de l'ONF de proposer en fait aux propriétaires la liste des travaux nécessaires pour maintenir la gestion durable de la forêt. Donc c'est des travaux en fait soit d'infrastructure, soit sur les peuplements forestiers, hein, dégagement, dépressage, voire éventuellement des actions à vocation environnementale, hein, des travaux à destination de l'environnement, enfin de l'amélioration de l'environnement. Voilà, et puis il y a aussi tout le volet coupe, hein. Ça, Bastien, tu as dû bien insister là-dessus, parce que c'est vrai que l'aspect réglementaire porte beaucoup sur tout ce qui est autour des coupes. Le code forestier, en fait, a prévu tout un arsenal, en fait, hein, de dispositions et accompagné parfois de sanctions, hein. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très réglementé donc en France. Et donc, eh bien, on est amené, nous, tous les ans, à proposer un programme de coupe qui s'appuie bien sûr sur l'aménagement forestier, hein, c'est quand même la base, mais le gestionnaire a une certaine latitude et on peut retarder, avancer une coupe de 5 ans, par exemple. Ça, c'est autorisé par la loi. Et donc, voilà, chaque année, on propose aux propriétaires un programme de coupe qui est rediscuté, hein, parce que je veux dire, il faut aussi qu'on puisse apporter une certaine souplesse, hein, par rapport à ça. Les communes peuvent avoir des besoins particuliers de recettes, par exemple. Un projet communal qu'il faut mener avec un besoin de recettes, on peut être amené à avancer une coupe, par exemple, pour permettre à la commune de disposer de moyens financiers pour mettre en œuvre son projet. On peut aussi, et on l'a beaucoup vécu avec la crise sanitaire, hein, on peut aussi proposer de reporter un certain nombre de coupes. Là, c'est ce qui s'est passé depuis deux ans, là, où on a proposé de ne pas mettre la totalité en fait des coupes de bois vert, mais de faire une rétention de 50% pour justement ne pas engorger le marché, ne pas faire effondrer les cours plus que nécessaire. Et donc voilà, le travail consiste à ça, voilà. Et puis après, il y a aussi, bien sûr,
PEFC qui est pris en charge par le service forêt. Donc tout ce qui est renouvellement de certification. On participe aussi aux audits, hein, donc ça c'est plutôt les techniciens forestiers territoriaux hein, qui assistent le propriétaire pour les audits PEFC. Et puis on a tout un volet aussi environnemental et on s'intéresse aussi à la chasse, hein, forcément. Donc l'ONF est membre de la commission départementale là, de la chasse et de la faune sauvage. Hein. Voilà toutes les activités en fait liées à la gestion forestière. J'en oublie certainement. Hein, mais bon, Eh bien, non, mais effectivement, ça nous permet de rebalayer. Et toi, donc du coup, à titre d'exemple, combien de documents d'aménagement sont en cours de révision chaque année à l'échelle de ton agence? Voilà, donc on gère, pour vous donner un ordre d'idée, on gère 83 000 hectares. On a à peu près 525 forêts hein, en gestion. Un propriétaire peut avoir plusieurs forêts, hein, c'est notamment le cas pour les communes fusionnées où les communes peuvent maintenant avoir 3, 4, 5 forêts, c'est tout à fait possible. Et donc, chaque année, on révise à peu près une trentaine, 30 à 40 aménagements forestiers. Alors, il y a plusieurs sortes d'aménagements. Il y a les aménagements standards, synthétiques. On a aussi les documents de prescription qui sont liés à des règlements types de gestion, hein, ce qu'on appelle les RTG. On a la même chose aussi en forêt privée, hein, pour le coup. Et donc, en fonction de la taille de la forêt, des enjeux dans cette forêt, on va avoir des documents de gestion durable plus ou moins, on va dire, copieux. Voilà. Oui. Ça, c'est pour en fait ajuster la charge de travail en fonction des enjeux de la forêt. Alors, bien sûr, tout ça, c'est cadré. Hein. On a dans nos procédures internes, on a effectivement des règles très précises qui nous disent en fait voilà cette forêt-là, compte tenu de ces enjeux, il faut utiliser tel modèle de document de gestion durable. D'accord. Et moi, j'ai une autre question. N'hésitez pas dans la salle. Oui, oui, hein, parce que sinon, je vais faire que parler, c'est pas non plus le but. Hein. Profiter c'est ça qui est ce délicat dans webinaire, les... pour poser les questions qui vous taraudent. Hein. J'essaierai Ouais. d'y répondre au mieux. Ouais, tout à fait. C'est la difficulté d'exercice, c'est que c'est souvent dans la dialectique, dans la question-réponse qu'on trouve notre pertinence. Donc, vous, en fonction de vos besoins, n'hésitez pas à réagir. Moi, à titre, voilà, ce que je constate, et c'était aussi un peu ces éléments de contextualisation au début de la présentation, c'est que au fur et à mesure de l'évolution de la réglementation, on voyait qu'il y avait de plus en plus d'éléments qui étaient comment dire, valorisés hein, par les forêts qu'il s'agissait de protéger. Euh, euh, Au début, c'était le couvert boisé, la production de bois à proprement parler, et progressivement, ça a été aussi la qualité des sols, la qualité de l'eau, la qualité de l'air. De plus en plus aussi, c'est le stock de carbone sur pied, la capacité également à ces peuplements de stocker du carbone. Comment vous, à l'ONF, vous arrivez à accompagner ces demandes accrues parce que, en fait, est-ce que ces documents d'aménagement ont vocation à tout comporter, à tout mettre? Est-ce que c'est possible? Est-ce que cette charge de travail supplémentaire, est-ce qu'elle est dure à accompagner, quoi? Alors, par rapport aux aménagements, il y a ce qu'on fait actuellement et il y a ce qu'on fera peut-être dans quelques années.
il y a toute une réflexion actuellement à l'ONF sur la rénovation de nos aménagements. Alors, il y a plusieurs axes de travail. Hein. Bon, déjà, ce qui nous pousse en fait à réfléchir à nouveau sur nos procédures, parce qu'il faut qu'on s'adapte tout le temps, hein, et c'est les changements climatiques. Bon, ces changements climatiques font que ce qui a pu être élaboré il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, même 20 ans, eh bien, tout est remis en cause assez vite d'ailleurs, hein, par ces changements climatiques et puis par les dépérissements qu'on constate actuellement dans nos forêts. Alors, pour l'instant, même si ça peut paraître visuellement important, c'est vrai que les dépérissements représentent un faible pourcentage de la forêt qu'on gère. Hein. Mais même si ça fait 1% tous les ans, vous imaginez bien que dans 50 ans, ça veut dire que notre forêt, la moitié de la forêt aura changé de faciès. Et donc, c'est un rythme qui est plus rapide que les cycles de production de la forêt. Hein. Les épicéas, les sapins, on les mène sur une durée de 120 ans, par exemple. Donc, vous voyez, c'est des cycles très longs. Et donc, en fait, si on a des changements comme ça importants au niveau des forêts, ben, c'est sûr que ça remet en cause les aménagements forestiers. Même si on a une latitude réglementaire pour ajuster, en fait, il se trouve que les changements qu'on risque de vivre en fait seront peut-être importants et rapides. Voilà. Donc il y a toute une réflexion qui va être menée par rapport à ça. Et ensuite, il y a des axes de travail, effectivement. Le regard de la société change. L'importance en fait de la forêt en tant que puits de carbone va nous inciter à modifier la rédaction des aménagements dans ce sens. Et donc, on va. Alors, la méthode n'est pas encore calée en interne, hein, puisque notre département recherche-développement y travaille et nous propose on va dire une méthode vers 2027. Donc, c'est pas très long, mais c'est pas demain, quoi. Il faut quand même qu'ils y travaillent. Et puis, Je me trompe, il n'y a pas oui. un outil, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des animateurs PCAET dans la salle, mais il n'y a pas un outil de l'ADEME qui permet de quantifier le carbone à l'échelle d'un territoire et à plus forte raison d'un territoire forestier? Si, il y a aussi la méthode Sylvact, hein, qui permet de faire ces calculs, hein, puisque c'est également intégré. Donc, on a aussi la méthode utilisée pour les dossiers label bas carbone, hein, qui est pratiquée. Donc, voilà, on a plusieurs méthodes. Il faut qu'on puisse trouver celle qui sera la plus pertinente et qui sera pas trop complexe à mettre en œuvre. Mais disons, voilà, c'est des choses qui sont actuellement travaillées. Oui. Donc, on va retravailler le contenu de l'aménagement. Il y a certains paragraphes qui seront réécrits, donc notamment par rapport au changement climatique. Là, on a déjà amorcé des choses, hein, puisqu'il y a maintenant des informations qui sont indiquées dans l'aménagement. Hein, et toutes les essences, par exemple, qui sont actuellement en forêt et qui ne seraient plus en station dans quelques décennies, on se doit en fait de l'indiquer dans l'aménagement. Donc il y a quand même des orientations qui sont prises. Bon, en plus, on a toute une stratégie, hein, pour gérer les forêts, pour essayer de minimiser l'impact en fait des changements climatiques. Hein. Donc, on parle beaucoup en ce moment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais du concept de forêt mosaïque. Donc, c'est un concept sur lequel communique pas mal l'ONF ces derniers temps. Et en fait, bon, c'est tout simplement la forêt mosaïque, c'est de diversifier au maximum, bien sûr, les essences qu'on va mettre en œuvre. C'est aussi réduire peut-être les cycles de production, c'est baisser les densités,
c'est mixer les traitements forestiers. Bon, nous, en Rhône-Alpes et dans l'agence, la plupart de nos forêts sont traitées en futaies irrégulières, hein, mais en plaine, par exemple, c'est plutôt de la futaie régulière et qui est en train d'être irrégularisée par les forestiers, justement pour améliorer la résilience des forêts, leur stabilité par rapport aux changements climatiques brutaux, hein, les tempêtes, les coups de vent, voilà. Donc c'est des axes et un dernier axe aussi qui est très important et qu'il faut prendre en compte, peut-être un peu plus dans nos aménagements, c'est l'équilibre sylvo-cynégétique. Parce que là, il y a en fait, cet équilibre, s'il est rompu, ça peut compromettre justement la gestion durable de nos forêts. Et donc c'est ce point-là qui sera aussi travaillé dans les années à venir. Voilà. Et pour votre information, alors c'est tout récent pour nous, hein, voilà. Là, actuellement, pour 2022, ce qui nous est demandé, c'est de commencer à réfléchir sur des aménagements. On va expérimenter en fait les modifications et la rénovation de nos aménagements. Et là, cette année, on va travailler sur 3 forêts, une en domaniale, 2 en communale. En domaniale, c'est la forêt domaniale de Saint-Sulpice, hein, qui arrive en révision et pour lequel on a eu un fort dépérissement là ces 2 dernières années, et donc du coup on va profiter de ça pour travailler sur de nouvelles sur une rénovation en fait de l'aménagement, voilà. Et sur qui les forêts intègre mieux. communales, qui intègre un peu mieux, voilà, ces préoccupations là, et donc sur les 3 axes de travail sur lesquels je suis intervenu, voilà. Oui, merci beaucoup. Hein. C'est vrai que tu as été tu as Pas si dressé un c'était clair, panorama. mais voilà. Pour moi, oui. Après, Juste une question, est-ce que vous pouvez rappeler les volumes que vous commercialisez par an sur au moins le département de l'Ain? Est-ce que ça représente sur la part communale les volumes qui vont Alors, je n'ai pas le détail, je pourrais l'avoir, hein, mais je n'ai pas le détail pour le département de l'Ain. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le département de l'Ain, pour nous, c'est 70 000 hectares hein, sur les 83 000 qu'on gère. Donc, c'est quasiment une grosse partie des forêts qu'on gère. Cette année, on a commercialisé, donc en 2021, donc on a commercialisé 252, enfin commercialisé, on a désigné 252 000 mètres cubes. Sur ces 252 000 mètres cubes, il y a 12 000 mètres cubes en forêt domaniale. Donc, vous voyez que la part des volumes désignés est importante. Voilà. Alors, je parle de désigner, hein, c'est vraiment le marquage, puisque la commercialisation des bois, donc à l'ONF, est assurée par un service spécialisé, service bois, qui assure la commercialisation. Et il peut y avoir un écart entre ce que les collègues désignent sur le terrain et ce qui est vendu. Voilà. Bon, l'écart n'est pas forcément important hein, parce que c'est un glissement d'une année sur l'autre, voilà, sauf des coupes qui seraient difficiles à vendre, hein, ce qui a été le cas avec la crise sanitaire qu'on a subie et qu'on subit encore. Effectivement, parfois, certaines coupes sont plus difficiles à vendre que d'autres. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a des invendus. On les remet en vente. Je me permets, Fabrice, on reviendra peut-être sur ces aspects-là. Pas de souci. Ouais, tout à l'heure. À votre disposition. Super. Tu restes avec nous? Oui, je reste avec vous, il n'y a pas de problème. Ok, super. Alors, on va passer à la deuxième partie. Il y a il y a quelques participants qui vont devoir partir un peu plus tôt. J'aimerais rapidement voilà, passer à la deuxième partie, au moins pour qu'ils aient une idée du contenu qu'on va aborder. Et si ça leur parle, ils reviendront glaner davantage d'informations.
donc cette deuxième partie, on a envie qu'elle soit focalisée sur le rôle et la compétence des élus autour donc de ces documents d'aménagement qu'on a listés tout à l'heure. Donc les élus forestiers, ils sont d'abord pour tous maîtres d'ouvrage. Ça veut dire qu'ils peuvent être prescripteurs ils peuvent commander des bâtiments, des chaudières bois. Donc par la commande publique, ils interagissent et ils intègrent pleinement la filière forêt-bois. Pour certains d'entre eux et une partie, notamment dans la partie est du département, les élus sont propriétaires de forêt. Et par là, ils sont amenés à gérer le patrimoine forestier avec leur gestionnaire à l'ONF et ils ont des leviers d'action. Les élus sont également aménageurs du territoire parce qu'ils participent à la rédaction des documents d'aménagement et ils répondent aux attentes de la population des riverains, des habitants, des citoyens. Enfin, les élus sont garants de la sécurité publique, ils ont des responsabilités également et donc par là encore, les élus doivent prendre des décisions et se positionner pour gérer les forêts de manière convenable. Alors, tout à l'heure, Fabrice, tu as parlé effectivement de l'animation foncière. Les élus propriétaires, les élus, ils peuvent avoir une politique foncière active, favoriser les échanges sur leur territoire, participer à la lutte contre le morcellement forestier, qui, comme je l'ai énoncé rapidement tout à l'heure, les 3/4 de la forêt en France est privée. Il y a plus de 3,5 millions de propriétaires qui possèdent 12 millions d'hectares, donc beaucoup de petits propriétaires privés. Les élus, en tant qu'aménageurs du territoire, ils ont aussi des leviers d'action, notamment introduits par la loi de 2014 pour favoriser le regroupement forestier et foncier. Tout à l'heure, Fabrice a également parlé de ce suivi de l'équilibre sylvo-cynégétique, donc de l'équilibre entre la flore et la faune. Il y a un équilibre à trouver pour pas que des populations d'herbivores, populations sauvages, mettent en péril les capacités de régénération de la forêt. C'est pour ça que les propriétaires publics ils suivent les modalités de gestion de la chasse en partenariat donc avec leur gestionnaire à l'ONF qui leur conseille et avec les associations de chasse. Et il y a des instances représentatives à l'échelle du département, régional et national pour suivre cet équilibre entre la faune et la flore, qui est un enjeu majeur qui a été rappelé, identifié par les élus, notamment au sein de l'association des communes forestières de l'Ain. En tant que propriétaire, Fabrice a montré à quel point les documents d'aménagement étaient des documents structurants pour les forêts. Vous, en tant que propriétaire, vous définissez la hiérarchie des vocations et les objectifs sur votre forêt. Et c'est comme ça que les documents d'aménagement après seront établis. Il y a des forêts qui, à proximité des zones métropolitaines, auront à accueillir du public et pour ce faire des espaces aménagés pour faciliter l'accueil sans que ça endommage les espaces. Là, on aura des forêts avec une préoccupation récréative importante. Mais sur d'autres forêts, la fonction environnementale sera peut-être plus prégnante, donc ce sera moins l'accueil du public qu'on va prendre en compte, mais celle de préservation des sols. Mettons qu'on soit en tête de bassin sur un bassin versant, il s'agira de faire attention à ce que les fonctionnalités écologiques en lien avec la ressource en eau soient garanties. Et là, vous, en tant qu'élu, vous pouvez pousser le gestionnaire pour que les documents d'aménagement prennent bien en compte ça et facilitent.
Donc voilà, en tant que propriétaire, les élus, ils ont tout leur rôle dans la gestion du patrimoine forestier avec l'ONF, en ce moment, là on a dit, lors des propositions de programmes de coupe et de travaux, d'orienter les investissements, de définir avec l'ONF les meilleures modalités de commercialisation des bois pour que ça bénéficie peut-être à des entreprises locales, etc. Je passe un peu rapidement. Oui, on a vu, voilà, j'ai parlé de l'élu aménageur, qui organise la répartition des activités des hommes et des activités sur un territoire. Et tout au long de la réflexion géographique, il y a l'élaboration de documents, de stratégies, et qui doivent intégrer au maximum les enjeux liés à la forêt et au bois. Ce sont des enjeux spécifiques qui ont trait, mettons, à la circulation des engins forestiers, au bon calibrage des voiries. Dans les documents d'aménagement, et on va revenir là-dessus tout à l'heure, hein, mais on peut faciliter le travail des forestiers. Et on peut aussi décider de la destination des sols, parce qu'on réfléchit au règlement dans les documents d'aménagement pour favoriser l'activité et l'implantation d'entreprises spécifiques à la filière forêt-bois. On a des personnes qui travaillent ici pour les PCAET et la loi climat résilience de 2021, elle appuie encore plus cette articulation entre les documents d'aménagement type SCOT et les PCAET. Fabrice l'a rappelé tout à l'heure, les documents d'aménagement forestier, ils prennent de plus en plus aussi en compte cette atténuation du changement climatique. C'est-à-dire que la forêt, c'est aussi un outil pour la transition écologique et énergétique des territoires. Et que ce soit dans les PCAET, dans les SCOT, dans les PLUI, vous pourriez avoir à cœur d'intégrer la forêt, les enjeux forestiers. Et pour ce faire, vous pouvez compter voilà, sur les professionnels de la filière pour vous conseiller, pour vous accompagner, parce que c'est pas évident. Mais on va vous présenter des pistes de réflexion et d'action. Il y a dans la salle, oui. Bastien? Oui, Bastien, c'est Fabrice à l'appareil. Oui, par rapport au rôle d'aménageur des élus du territoire, hein, c'est vrai qu'il y a un volet que j'ai pas évoqué tout à l'heure, mais ça fait partie des missions du service forêt, c'est que on est régulièrement sollicité par les services de l'État justement pour donner un avis sur les PLU. Oui. Voilà, donc les communes propriétaires le voient pas forcément parce que c'est l'État qui nous sollicite pour donner un avis que nous on émet. Et ensuite, ces informations-là sont remontées. Mais sur les PLUI, effectivement, ce qui est important, c'est que déjà que la forêt publique soit citée, hein, ce qui n'est pas souvent le cas, parce que normalement dans les PLU ou PLUI, en annexe de ce document, on devrait voir apparaître la liste des parcelles cadastrales ou une carte des parcelles qui bénéficient du régime forestier. Et en plus, toutes ces parcelles, normalement, elles sont classées N, donc zone naturelle, ce qui parfois n'est pas le cas. On a vu des choses étranges, des parcelles classées agricoles, par exemple. Voilà, donc il y a forcément un lien entre effectivement les aménagements forestiers et le plan locaux d'urbanisme. Voilà, et une chose aussi que je voulais dire, c'est que l'espace boisé classé, c'est un outil qui est mis à la disposition des aménageurs dans le cadre du code de l'urbanisme. Tu vas en parler, bon d'accord. Donc je vais pas monopoliser on verra ça. Non, mais effectivement, ça va être un point d'attention sur lequel on va s'arrêter au niveau tout à l'heure de la présentation des OAP.
Ok. Mais effectivement, voilà, l'ONF est systématiquement consulté au même titre que le Centre national de la propriété forestière lorsque les SCOT en amont de la validation des SCOT et des PLU. Le Centre national de la propriété forestière et l'ONF. Tout à l'heure, ouais, tu disais tout à fait, hein, Fabrice, que ces documents qui s'appuient sur un diagnostic initial du territoire, ils doivent prendre en compte le couvert forestier, donc intégrer des éléments sur la surface, sur les types de peuplement. Tout ça, ce sont des documents qui sont inventoriés en forêt publique par l'ONF et en forêt privée dans les documents de gestion durable qui sont coordonnés, du moins validés par le CNPF. Ici, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les documents comme les PLU, les SCOT, elles n'ont pas vocation à réglementer l'activité forestière. Ça, c'est très important et c'est pour ça que tout à l'heure, tu as parlé des EBC, des espaces boisés classés, Fabrice. Mais il faut bien que vous, voilà, si les documents d'aménagement, donc d'urbanisme, les documents d'urbanisme, ils se basent sur un diagnostic forestier, c'est pour prendre en compte les enjeux spécifiques à ces espaces-là. Mais pour ce qui est de l'activité forestière, à proprement parler de la sylviculture, ce sont les forestiers qui s'en chargent. Et donc les propriétaires encadrés par les services de l'État. Les règlements des zones à urbaniser, naturelles, les règlements des zones naturelles ne doivent pas édicter d'interdiction ou d'obligation de déclaration de coupe et d'abattage. Ils ne peuvent pas interdire ou prescrire des types d'essences autorisées. Ce serait voilà, une façon de contourner la destination de ces documents-là. Il y a déjà assez de documents qui existent pour de rajouter voilà, des prescriptions dans les documents d'urbanisme. Ce n'est pas leur objet. On va voir quels sont l'objet de ces documents d'aménagement pour le coup. Oui, ce que je voulais dire, Bastien, c'est que sur le classement EBC, par exemple, Oui. le régime forestier en soi, c'est une protection qui est offerte en fait à certaines parcelles boisées, et donc il n'est pas forcément nécessaire de classer ces parcelles-là en EBC, hein, parce qu'elle présente déjà un niveau de protection en étant au régime forestier. Par contre, effectivement, toutes les parcelles boisées qui ne bénéficient pas du régime forestier, là, il y a un intérêt, effectivement, quand il y a des enjeux forts, à les protéger en EBC, bien évidemment. Voilà. Oh, oui, tout à fait. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Les EBC, donc ce sont les espaces boisés classés. C'est une servitude qui est comprise dans le code de l'urbanisme. Je me souviens plus, mais c'est dans les lois des années 2000 qu'elle a été introduite. Elle permet une protection très forte du couvert boisé, comme tu l'as dit, et pour les forêts qui bénéficient déjà du régime forestier ou qui sont déjà intégrées dans les documents de gestion durable, ce sont des servitudes très contraignantes à lever, à la fois pour le propriétaire, mais également pour la collectivité. C'est là des opérations d'aménagement prévues ou qui arrivent avec le temps, et elle est vraiment à consulter, à utiliser avec parcimonie. Donc voilà, dans les forêts communales soumises au régime forestier, qui bénéficient du régime forestier, les EBC ne sont pas pertinents. Dans les forêts privées qui ont des documents de gestion durable, il n'est pas pertinent, mais parfois on va trouver leur pertinence lorsqu'on a des grands massifs forestiers avec plein de petits propriétaires forestiers dont les surfaces sont inférieures à 1 hectare, donc qui échappent tous au seuil réglementaire auxquels sont soumises les coupes et les obligations de reboisement. Et si ces massifs présentent des enjeux paysagers notables, avérés, eh bien, les EBC peuvent être pertinents. Voilà, on vous conseille de consulter l'ONF et pour la forêt privée, le CRPF, lors de la mise en place de cette servitude dans l'édition des règlements.
de vos documents d'urbanisme. Donc les documents d'urbanisme, bon, il y a certains, voilà, c'est bien de faire un petit rappel, peut-être ici, pour voir jusqu'où la forêt elle intervient. On a dit dans le rapport de présentation, que ce soit les plans locaux d'urbanisme ou les SCOT, il y a toujours ce rapport de présentation avec un état initial de l'environnement, une évaluation environnementale. Là, présenter le massif forestier, les grands enjeux, que ce soit économique en termes de toute la filière qui transite autour, également environnementaux en termes d'espèces patrimoniales, de zones à fort intérêt environnemental, qui ont déjà je sais pas, des SNIEF ou des inventaires écologiques présentes dessus, ou alors des forêts qu'on sait, hein, ou qui sont utilisées, parcourues par des activités de pleine nature. C'est au niveau du rapport de présentation, il s'agit de présenter ces enjeux-là. Avoir des éléments qui quantifient les surfaces forestières, les essences dominantes, le type de propriété, si c'est des forêts qui sont principalement privées, principalement publiques, etc. Il est intéressant d'intégrer les actions d'animation comme les chartes forestières de territoire, les programmes de massifs. Donc, la deuxième étape, au-delà de ces diagnostics, de cette présentation des enjeux, on va arriver assez vite dans le projet d'aménagement et de développement durable, qui n'est pas un document opposable, hein. C'est la déclaration d'intention politique des élus, et c'est à ce moment-là où, en tant qu'aménageur, vous allez pouvoir dresser une intention, un projet pour votre territoire, qui s'appuie plus ou moins sur la forêt. Et donc on va venir tout à l'heure aux documents prescriptifs qui sont les règlements et les orientations d'aménagement et de programmation. Pour ce qui est donc du PADD, on a dit ce projet politique. Donc oui, voilà, ce n'est pas un document opposable. Il reprend les orientations, il dicte en fait les orientations du SCOT et des plans locaux d'urbanisme. En fait, ça permet d'avoir une justification pour derrière tous les documents prescriptifs, que ce soit les règlements ou les orientations d'aménagement prioritaires, les OAP. Donc, je vais vous donner ici un exemple. Si votre document d'aménagement, votre document d'urbanisme, dans son axe économique, il a ciblé comme enjeu de soutenir l'économie locale pour maintenir l'emploi rural et accroître ses retombées économiques, eh bien, on pourra déployer derrière dans les documents prescriptifs des dispositifs, des dispositions qui permettent l'implantation d'entreprises, de la filière bois sur le territoire, dans les bons endroits. Ça va permettre également, voilà, de mieux répartir, distribuer les activités entre les zones d'activité, les habitations, dans la mesure où certaines d'entre elles, pouvant engendrer des conflits de voisinage, voilà, sont appelées à être implantées de manière un peu écartée. Si on veut également soutenir l'économie du bois et donc permettre son acheminement vers les lieux du lieu de production, donc la forêt, jusqu'au lieu de transformation, eh bien, de l'introduire dans le PADD permettra après coup d'optimiser les accès aux massifs forestiers, veiller à ce que les entrées de massifs soient bien prises en compte, déterminées, ciblées, et ça facilitera la mobilisation de la ressource. On va pouvoir en donner d'autres. J'aurais pu aussi faire l'exercice avec un axe
un axe social. Si dans l'intention politique des élus, voilà, nous sommes en proximité d'une zone métropolitaine et qu'il y a un fort enjeu pour préserver la qualité de vie, parce que voilà, ça permet aussi l'attractivité du territoire et de maintenir les populations localement, favoriser le développement d'activités de plein air. Et bien derrière, les objectifs que cela induira, ça sera maintenir la qualité des paysages, et notamment des espaces forestiers. Donc, eh bien, les moyens qui devront être mis en œuvre pour cela, ce seront des protections des massifs forestiers à fort enjeu paysager. On va, comme cela, introduire des orientations, et derrière, ce qui permettra de définir, de détailler les zones à enjeu, pour trouver après les meilleurs outils dans les documents prescriptifs pour assurer que ce projet politique il soit tenable. Monsieur Brunet, Oui. Gérard Chapuis, je suis désolé, là, je pars à une autre réunion. Je suis obligé de vous quitter. Bon, eh bien, merci pour votre présence. N'hésitez pas à revenir vers nous. Et j'espère que vous avez jusque-là pu au moins se rassembler quelques informations intéressantes. Très très bien, ouais, merci bien. Allez, au plaisir. Au plaisir, alors, au revoir. Au revoir à tous. Donc, on va arriver à peut-être à la partie la plus voilà, les documents prescriptifs des documents d'urbanisme, qui sont les règlements, qui sont écrits ou graphiques, et également les OAP, les orientations d'aménagement prioritaires. Les règlements donc, qui intègrent les documents d'urbanisme, ils cartographient et ils réglementent l'occupation des sols, l'utilisation de ceux-ci et les conditions d'utilisation. Donc nous, ce qu'on va préconiser déjà comme un prérequis, et comme l'a très bien rappelé tout à l'heure Fabrice, c'est qu'il s'agit de distinguer les surfaces forestières d'autres espaces naturels. Peut-être en intégrant un sous-secteur NF, naturel forestier. Pourquoi? Eh bien, parce que cela fait partie, comme on l'a vu tout à l'heure, que la forêt elle avait de plus en plus de fonctions et qu'il ne s'agissait pas simplement de la relayer à l'extérieur des documents d'aménagement, que désormais la forêt, eh bien, il est de bon ton aujourd'hui, c'est un courant contemporain qu'il s'agit d'accompagner pour replacer la forêt au cœur des projets de territoire, pour que la forêt soit à même d'assurer ses fonctions sur le long terme. Il s'agit de ne pas mettre un grand pot commun espace naturel, qui généralement sont situés aux marges des documents d'aménagement, où la forêt, c'est ce qui est... Enfin, voilà, en portugais, fora, ça veut dire dehors, loin, à l'extérieur. Du latin, forestier, c'est pas forcément ce qui doit être aux marges. Vous pouvez aussi replacer, notamment via ces éléments de cartographie, la forêt plus au centre et voir comment les activités humaines s'agrègent autour de celle-ci. Je pense qu'on a eu tendance pendant des années à avoir les occupations humaines comme le centre des préoccupations des aménageurs du territoire. Opérons aujourd'hui, et je pense qu'il serait de bon ton, une resituation de ces espaces forestiers plus au centre, au cœur de nos préoccupations. Et cela, je pense, coïnciderait avec des attentes de la société contemporaine. Donc, l'introduction d'un sous-secteur naturel forestier, NF, permettrait qu'on autorise dans ces espaces-là des aménagements qui soient liés à la gestion forestière, qui sont en fait même nécessaires à la gestion forestière. C'est-à-dire que pour assurer une gestion forestière, eh bien, il faut et on a besoin que les forestiers puissent accéder. On a besoin que certains camions puissent accéder.
Pourquoi? Eh bien, vous allez me dire, c'est pour produire davantage, mais pas seulement, c'est aussi pour entretenir. Ça veut dire que tout à l'heure, Fabrice a parlé de futaies irrégulières, hein, qui est assez caractéristique du faciès de nos peuplements forestiers dans le nord du département, là, et sur le massif jurassien. Eh bien, les peuplements traités en futaies jardinières, jardiniers, ce sont des peuplements où on intervient régulièrement pour prélever peu de bois, mais afin d'éviter une régularisation des peuplements. Bon, là, tout de suite, je dis des choses un peu techniques, je ne voudrais pas vous embrouiller la tête, mais intervenir en forêt, c'est pas que couper, c'est fait partie du plan de gestion. Ça fait aussi partie de l'entretien de ces massifs et lors d'épisodes de dépérissement massif comme on l'a connu avec le scolite, il s'agit aussi parfois d'intervenir vite et pour intervenir vite et pour intervenir bien, il faut des aménagements spécifiques. Voilà pourquoi un sous-secteur naturel forestier nous semble approprié. Dans les orientations d'aménagement prioritaire, les OAP, celle-ci, elle pose un principe qui qui évite d'identifier un zonage particulier assorti de prescriptions. Donc il y a des OAP de secteur et des OAP thématiques. Voilà, c'est le deuxième volet des documents prescriptifs, des documents d'urbanisme. On pourra revenir là-dessus, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Les règlements. Donc, je vous ai parlé, j'ai beaucoup fait allusion au transport de bois rond, des grumiers, des engins qui transportent le bois. Voilà, c'est aussi à permettre l'accès aux forestiers. Donc, il existe des itinéraires départementaux, régionaux d'évacuation des bois. Et sur ces itinéraires de passage, éviter les chicanes, les angles serrés, les limitations de tonnage, autoriser la création, l'amélioration des routes et des pistes forestières, des places de dépôt. Donc là, je fais une petite liste, je lis là ce qui est sous vos yeux, et voilà, en espérant que ça vous parle. Mais ça me permet d'illustrer en fait ces besoins spécifiques à la filière. Anticiper les conflits de voisinage. Quand avant on avait des scieries, bon moi j'habite à Cormaranche, ici on a une scierie en plein centre du village, les gens sont habitués parce qu'il y a une culture forestière ici. Les gens de Cormaranche et Cormaranchov sont habitués au travail des bûcherons et a fortiori des grumiers et des scieurs. Mais par contre, dans les zones je parlais donc à une administrative de l'interprofession Fibois 01, Annie Pépin, qui est donc qui gère une scierie, je crois que c'est à Val-Revermont, mais en tout cas c'est un peu plus bas, où les scieries, une série de chênes qui petit à petit subit des plaintes de la part du voisinage sur les nuisances sonores. Ou pareil, il y a un dossier en ce moment dans le pays Gex où les riverains se plaignent en mairie parce que il y a des déplacements de grosses machines et qu'on entrepose, on stocke des bois à proximité des lotissements. Eh bien, pour anticiper ces conflits-là, en fait, et je vais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais je pense que ces conflits de voisinage, ils vont avoir tendance à s'accroître dans les années à venir. Eh bien, il faut intégrer dans les règlements graphiques des bandes d'inconstructibilité autour des massifs boisés, faire en sorte que on ne soit pas, voilà, pas faire en sorte que les espaces ne se chevauchent pas et du coup ne rentrent pas en contradiction. C'est malheureux, mais ça tient aussi à l'évolution de nos populations et tout simplement aussi à la forte pression démographique que l'on connaît aujourd'hui. Donc les risques naturels, les enjeux de protection de l'eau, là je ne vais pas vous faire un dessin, pour maintenir l'accès des pompiers, des opérations de sauvetage, garantir aussi pour les gestionnaires de réseaux hydrauliques et des points d'eau un accès facilité. Sont des choses qui peuvent être prises en compte et notées dans les règlements. Je vais aller un peu plus loin également. Oui, sur la partie, le premier alinéa, ne pas contraindre le transport des bois ronds, une chose qui est importante à savoir, c'est que en fait, les coupes, quand elles sont proposées à la vente, les acheteurs vont faire une offre.
Et donc, pour faire une offre, bon, bien sûr, ils vont regarder les bois qu'il y a sur la parcelle, mais ils vont aussi étudier toutes les contraintes qui sont liées à la coupe. Mmh. Et donc, ça a une incidence économique en fait à ne pas faire attention à ces aspects-là parce que ben, là, soit déjà la coupe sera difficilement vendable, ou si elle est vendable, ben, l'acheteur va peut-être mettre moins cher parce qu'il ne pourra pas utiliser tel ou tel type de matériel. Il va devoir peut-être sortir des petites quantités, donc ça va être plus long, ça va coûter plus cher et donc forcément ça va avoir une incidence sur le prix. Donc voilà, c'est Ouais. aussi pour ça qu'il faut éviter justement, en tout cas de réfléchir dans la conception d'aménagement du territoire, de bien prendre ça en compte. Mmh. Voilà. Non, mais tout à fait, tout à fait. Et là d'ailleurs, en fait, on se rend compte, et c'est ce qui rend le travail difficile, c'est que il existe des schémas donc d'évacuation des bois et d'itinéraires de bois ronds. Euh, euh, la difficulté aussi pour l'aménageur, ça va être de s'assurer de la cohérence, ou du moins d'arriver à prendre en compte tous ces itinéraires au préalable pour en faire la synthèse dans les documents d'urbanisme locaux. Il y a les plans de randonnée, les plans de prévention des risques, voilà, qui sont autant de conseils, de choses qu'il faudrait prendre compte dans les documents d'aménagement locaux. Et en fait, je vois le temps passer, donc je me dis que voilà, je vais passer rapidement sur plusieurs diapos, et tant pis. L'important, c'est que le peu d'éléments qui soient soulignés vous soient parvenus intègrement. Mais voilà, vous entendez bien ce qu'on dit. Je vais essayer de pas faire dans la quantité, mais plutôt dans la qualité. Un dernier usage, mais ça je pense qu'on en reviendra dans le webinaire en lien avec la construction de bois, c'est qu'on peut également introduire dans les documents prescriptifs des documents d'urbanisme des encouragements pour l'utilisation du bois dans les constructions, dans la rénovation, via des recommandations architecturales. Ça aussi, ça peut motiver les propriétaires, ou même parfois ne pas leur interdire tout bonnement d'utiliser du bois dans leur projet de construction. Donc je ne vais pas revenir sur les OAP, j'aimerais beaucoup que Florian Moine puisse s'exprimer. Donc voilà, rapidement, là je revenais sur les EBC, donc on en a parlé tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas là-dessus, les espaces boisés classés. Ici je faisais des exemples de différents dispositifs réglementaires prévus par la loi qui peuvent être mis au service de la forêt. Là j'avais décliné avec des exemples à des fins de protection de l'environnement, comment le zonage indicé, les emplacements réservés, les coefficients de biotope, le surzonage, qui sont des outils donc, du code d'urbanisme, de l'environnement ou des différents codes auxquels on a fait allusion tout à l'heure, qui permettent de légiférer autour des espaces forestiers. On parlait également des éléments de paysage, hein, c'est l'article également 151 23, au même titre que le surzonage, qui permet la protection d'éléments ponctuels. Donc voilà, au mieux vous aurez, dans l'état initial des lieux, déterminé les zones à enjeu, au mieux derrière vous pourrez les décliner via des outils qui existent et qui d'ailleurs sont pensés, conçus par le législateur de plus en plus, qui sont à disposition des aménageurs du territoire pour pouvoir protéger la forêt, assurer ses fonctionnalités écologiques sur le long terme, favoriser le travail des forestiers, etc. Mais parce que il est toujours très pertinent, j'aimerais beaucoup qu'on entende ici Florian Moine, qui est le maire de la commune de Giron, administrateur de notre association, et qui voilà, réfléchit et pense la forêt pour sa commune. Alors, si tu veux bien
Florian, voilà. Bien, pour les éléments que tu nous as apportés. Bonsoir à tous pour ceux qui se sont reconnectés. Donc oui, je suis maire donc de la commune de Giron et administrateur donc aux communes forestières. Et l'idée avec Bastien, c'était plutôt d'apporter une expérience, quelques actions qu'on a menées sur la commune de Giron en tant qu'élu. Puisqu'en tant qu'élu, on a donc la charge de notre patrimoine communal et la forêt donc en fait partie. Alors moi, je suis une commune de 200 habitants avec 450 hectares de forêt, plutôt de production. Et on a des problématiques, je pense, que vous devez rencontrer dans beaucoup de communes liées à la multifonctionnalité de la forêt. On se doit de respecter et de trouver des solutions pour que tout le monde puisse s'y retrouver dans toutes les activités que peut proposer la forêt. Que ce soit l'accueil du public, donc nous on est aussi station, donc on a quand même beaucoup de gens qui se promènent en forêt, que ce soit des vélos, des GR ou même la GTJ, bien sûr le ski de fond, les raquettes. Donc ça amène quand même un certain nombre de personnes à côtoyer les forêts pour le loisir, aussi les promeneurs et les chasseurs. Donc, et surtout avec on va dire le changement de société qui s'opère dans nos milieux ruraux, où on a de plus en plus on va dire, de néo-ruraux qui connaissent pas forcément les codes de la forêt. C'est important d'être à l'écoute et puis d'essayer de trouver des pistes de réflexion pour que tout le monde puisse s'accorder entre le bûcheron qui coupe les bois et qui va donc avoir, on va dire, l'aspect économique de la forêt, qui va nous permettre en tant que propriétaires forestiers d'alimenter nos budgets communaux. Pour un petit village comme le nôtre, les recettes de la forêt communale de Giron, c'est entre 50 000 et 100 000 euros par an. Donc c'est pas négligeable sur des budgets, surtout pour les petites communes. Donc c'est important qu'il y ait du monde qui puisse travailler aussi dans nos forêts, en se préoccupant de la sécurité de ceux qui côtoient la forêt pour le loisir, disons. Donc pour ça, nous, ce qu'on a fait comme action pour le coup, c'est de sensibiliser les habitants en faisant une journée, on avait appelé ça une journée citoyenne plantation. Donc on les avait fait planter un secteur de la forêt de Giron qui avait été touché par le bostryche. Donc on a pu leur apporter des éléments avec les services de l'ONF sur pourquoi on a dû raser cette partie-là, parce que ça a aussi un impact vis-à-vis du public. Et puis l'intérêt de replanter d'autres essences en vue du changement climatique, ce qui a pu amener pas mal de questionnements et du coup pas être dans la contrainte et être on va dire les ultra écolos et promeneurs contre les sylviculteurs méchants qui coupent des arbres sans se soucier du reste. Ça a été plutôt constructif. Donc je pense que c'est des actions ça que qui est intéressant de porter dans nos communes. Ensuite, sur les actions donc de l'accueil du public, nous on a un deuxième des problématiques qui est l'accueil du public tout en respectant, en préservant la biodiversité. On a donc une zone de quiétude du Grand Tétras, on a des espaces naturels sensibles. Donc il est très important d'essayer de canaliser, on va dire, ce flux de personnes. Donc dans les PLU, ça peut être, nous, on a fait le choix d'avoir une zone N loisirs, donc où là, on va prioriser des aménagements succincts, hein, bien entendu, mais que sur une zone très restreinte, où on va autoriser un certain nombre de choses. Et on a d'ailleurs conventionné avec l'ONF sur un accrobranche, un espace VTT, voilà, etc. Donc ça permet, on va dire, de canaliser plutôt l'accueil du public sur une zone où on va dire qu'elle a été répertoriée comme avec le moins d'enjeux biodiversitaires que pourraient l'être d'autres secteurs de la forêt. Donc c'est aussi bien important de connaître notre forêt. Donc heureusement, on a les services de l'ONF qui sont bien sûr là pour nous appuyer. Mais je crois que c'est important aussi en tant qu'élu qu'on ait un relationnel avec notre technicien, notre garde,
déjà, lui est souvent en forêt, donc il voit beaucoup plus de choses que nous, qui n'y sommes pas toujours, et puis de trouver des éléments là-dessus. Pour l'accueil du public et aussi pour la sécurité à la fois des travailleurs et la sécurité incendie qui va se poser, je pense, dans un bon nombre de nos forêts du département, c'est important aussi, je pense, d'entretenir nos voies forestières et de ne pas les considérer comme une dépense vraiment liée à la forêt, mais plutôt comme une dépense liée à notre aménagement de notre territoire. Donc, bien penser à élaguer nos chemins, à les goudronner, à en interdire certains pour les gremiers. Ah. Alors, je sais pas si c'est... Est-ce que moi, personnellement, je t'entends plus, Florian. Je sais pas si c'est pareil pour les autres. Moi non plus. Ok. Ça a bugué, ouais. Ça a Ouais. coupé. D'accord. Donc on va attendre qu'ils reviennent et je vais peut-être en attendant simplement parler des mesures obligatoires de débroussaillement. Florian a fait allusion donc à l'intérêt que représentait l'entretien de la voirie forestière à la fois pour l'accès des sauveteurs, des pompiers, mais aussi pour tout ce qui est exploitation en forêt. Est-ce que tu me dis, hein, Florian, si tu reviens? Oui, très bien, super, tu es revenu. Donc peut-être juste voilà. Ouais, il y a une coupure. Alors, je ne sais pas à quel moment vous avez coupé, mais ça a été coupé. Je m'excuse. Non, je t'en prie. Tu parlais notamment de l'intérêt d'entretenir les voiries. Ouais, les voiries, ouais. Pour l'incendie notamment, et puis tous ceux qui travaillent pour l'accès aux pompiers, etc. Je pense que tu avais rebondi là-dessus. Oui, je rebondis là-dessus rapidement. Est-ce que vous avez mis en place, par exemple, des obligations légales de débroussaillement qui peuvent être mis en place sur une décision motivée du maire ou selon des prescriptions du plan de prévention des risques contre les incendies autour des constructions sur un rayon soit de 50 mètres, sur une bande soit de 50 mètres, soit de 100 mètres. Ça aussi, c'est fait partie des leviers que le maire a via des arrêtés. Mais je t'en prie, continue ton... Un autre levier, c'est plutôt pour le coup, plus pour la préservation, je dirais, de la biodiversité. Je ne sais pas dans vos communes, mais dans nos communes, on a eu une tendance il y a quelques temps à ce qu'il y ait de plus en plus de véhicules à moteur qui se baladent un peu partout. Ouais. Et nous, on a pris le choix de vraiment réglementer les accès à certaines zones et puis à certaines périodes de l'année suivant. Donc, on a travaillé avec le parc naturel du Haut-Jura là-dessus, hein, entre autres, et puis bien sûr le garde de l'ONF, pour éviter les nuisances, surtout dans les périodes de nidification, etc., que ça peut apporter. Ça, c'est des actions assez simples à mettre en place, une réflexion avec très peu de monde autour de la table et qui peut quand même, je pense, avoir un effet plutôt positif sur notre environnement. Alors après, je ne sais pas, il n'y a pas peut-être beaucoup de maires, c'est plus les maires généralement qui s'occupent de monter les budgets. Mais lorsqu'on monte les budgets, là, on va être dedans là. Nous, on a pris le choix à Gironde depuis maintenant 2 mandats de remettre toujours 15% de nos recettes en autofinancement dans de l'investissement dans la forêt. Donc, ça peut être des travaux de nettoyage de semis, de plantation, bien entendu. Et ça permet de sanctuariser, on va dire, le volet investissement, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que c'est un patrimoine vivant, mais que tout patrimoine doit être constamment entretenu, voilà. Et donc, c'est de l'investissement sur du très long terme. Alors, elle est pas souvent perceptible à notre niveau pendant nos mandats, mais elle est indispensable de voir vraiment sur le long terme. Donc, je sais pas si dans vos communes c'est le cas. Ensuite, l'ONF nous produit toujours des programmes d'action. Alors, c'est pas toujours évident de
les valider puisqu'on a tous nos contraintes budgétaires. C'est important d'y être au plus près de notre document d'aménagement. Il sert quand même à ça. Alors après, bon, quand il y a des années de crise, comme on a pu le voir là depuis 3 ans, les communes qui pouvaient se permettre d'attendre d'attendre des rentrées d'argent, ne pas mettre de bois sur le marché pour éviter que ça s'effondre. Ça fait partie de préserver notre patrimoine sur le long terme, tout ça. J'ai pas plus d'exemples que ça. Peut-être que vous en avez, puisque j'imagine que vous avez été confronté à plusieurs problématiques de ces ordres-là. Ça pourrait être intéressant qu'on puisse échanger sur ce qui peut se faire dans nos communes, puisque je pense qu'on a des problématiques qui se lient et d'autres qui sont différentes d'où qu'on soit dans le département. Merci beaucoup, Florian. Effectivement, hein, si vous avez voilà, on a eu le départ des élus de Tenay qui devaient enchaîner sur Nathalie Ollier aussi à Divonne-les-Bains. Voilà. Si n'hésitez pas en ce temps voilà, à la fin de la présentation, si vous avez des questions plus spécifiques. Sinon, nous conclurons. À l'écrit, en tout cas, il n'y a pas de... Bon, après, c'est vrai que ça fait 2 heures qu'on parle, alors peut-être qu'on a laissé sécher 2-3 dans la forêt, je sais pas. Sylvie Gatti, maire de Bénonce, quand on voit certaines parcelles où beaucoup de bois donc sont coupés, si j'ai bien compris, en général, c'est toujours en lien avec l'ONF sur les parcelles des particuliers. Non, sur les parcelles des particuliers, pour le coup, c'est le propriétaire qui a pris la décision par lui-même. Alors, il est censé respecter la réglementation, mais on peut trouver quelques abus par-ci par-là. Après, faut bien faire attention. Le propriétaire privé a lui aussi, s'il voit que ça sèche dans ses forêts, etc., a le devoir aussi de s'occuper de sa forêt et d'essayer de faire au mieux. Je pense pas que ce soit une pratique très courante. Enfin, la plupart des exploitations seront quand même dans la réglementation actuelle. Je sais pas si Monsieur Gallet. Est-ce que vous avez vu quoi en fait, Madame? Vous constatez la présence de coupes forestières importantes? Oui, assez importante. Et quand on me parlait tout à l'heure de plantation en même temps, je suis pas certaine qu'il y avait des. Mais bon, j'ai pas une connaissance complète de toutes les parcelles des propriétaires. Mais et j'ai eu le retour de certains élus qui me disaient, mais j'ai l'impression qu'à certains endroits, ça se vide, quoi. Donc voilà. Alors je suis allé un peu vite tout à l'heure et c'est très bien de pouvoir revenir là-dessus parce que c'est des éléments substantiels, très importants du code forestier. Quand j'ai parlé de reconstitution, en fait, il y a un délai de 5 ans qui est prévu pour que le propriétaire engage les travaux de reconstitution des forêts. Il est prévu. Votre commune n'est pas dans les zones qui sont couvertes par les subventions du département sur les fonds locaux, que ce soit plaine ou montagne. Et on constate que dans les communes où il n'y a pas ces dispositifs-là d'aide à la reconstitution des peuplements, il y a quand même un déficit de reconstitution derrière ces coupes rases. Et nous, on l'a bien vu dans la partie montagne, puisque le dispositif est en route depuis une dizaine d'années. Et il y a eu quand même un effet levier qui a fonctionné, où les gens avaient perdu le principe de replanter derrière. Et ça a bien réactivé tout ça. Donc, c'est vrai que sur votre secteur, je pense que ça doit être le cas. Il doit y avoir un déficit de reboisement par rapport à ces coupes. Après, ce que je disais, c'est que
Allez-y, oui, plutôt. Oui, Bastien, ce que je peux peut-être préciser aussi, c'est que, effectivement, à l'issue de la coupe, le propriétaire doit assurer le renouvellement de la forêt derrière. Alors, ça peut se faire sous forme de reboisement, c'est-à-dire on va planter des arbres. Ce qu'on fait bien souvent hein, à l'ONF, c'est qu'on va en fait utiliser le patrimoine génétique en place et on va régénérer la forêt par les semenciers qui sont proches. Alors ça effectivement, on essaye de le faire le plus souvent possible pour juste pour ne pour je veux dire, soulager les finances des propriétaires, hein, des communes. Parce que ça, c'est gratuit. Hein, les graines qui sont dans les arbres à côté, c'est gratuit. Parfois, on est quand même amené à planter parce qu'effectivement, on n'a pas de peuplement de semenciers à proximité, ou alors les semenciers qui sont à proximité seront peut-être plus là. Enfin, ça sera peut-être pas des essences souhaitées à long terme au regard des changements climatiques. Donc là, effectivement, on va avoir une stratégie de reboisement. Mais donc on a aussi, enfin le propriétaire a aussi cette possibilité-là de miser sur la régénération naturelle. Hein. Ce qui est important, c'est effectivement de constater que au bout des 5 ans, on a une régénération qui est viable, qu'elle soit naturelle ou artificielle, mais qu'elle soit viable pour renouveler la forêt et donc faire en sorte que on ait une gestion durable de la forêt. Mais c'est important hein, ce que vous pointez, parce qu'en connaissance de la loi, vous pouvez être en mesure de sensibiliser le propriétaire sur ses obligations légales. Si. Il est 7h05. Moi, je propose qu'on, voilà, pour pas vous retenir au-delà du temps qui avait été annoncé, qu'on prenne encore une question si quelqu'un veut bien a des questions supplémentaires à poser. Et Bastien, si je peux me Oui. permettre, peut-être qu'on peut aussi préciser le fait qu'on a donc des visites de terrain qui vont être programmées le 29 mars et que du coup on aura une visite en forêt qui permettra de revenir en fait sur certains des thèmes abordés aujourd'hui, donc en forêt et avec du coup le gestionnaire sur place. Donc on pourra effectivement creuser à nouveau certains des thèmes vus lors de ce webinaire. Tout à fait. Je n'ai pas en tête d'ailleurs la date du prochain webinaire. Le prochain, c'est le 1er mars, c'est sur la construction bois. Voilà, ok. Ensuite, 15 mars, c'est sur le bois énergie. Et puis, on clôture avec donc, la journée du 29 mars, des visites. Donc, en toute, je pense que ça va être confirmé. On va pouvoir vous envoyer les informations très prochainement. Mais les visites devraient avoir lieu autour de Bourg. Donc, pour la forêt, le bois énergie à Val-Revermont. Et puis la construction bois sur Bourg même. Voilà. Donc, ça sera l'occasion de discuter à nouveau et d'échanger autour de ces thématiques. Et puis d'échanger aussi entre les élus, les services techniques. Oui, sur un rythme de toutes les 2 semaines, un rendez-vous toutes les 2 semaines. Oui. Bon, eh bien, ce que je vous propose, effectivement, maintenant qu'on a annoncé que Valérie à Chevalon, donc la directrice de l'interprofession Fibois 01, a annoncé le programme pour les quelques semaines à venir, je vous propose donc de clôturer ce webinaire. Pour toutes les personnes intéressées, je pourrais vous envoyer le diapositif, le PowerPoint. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, poser des questions, venir en formation pour éclaircir sur des sujets plus larges en particulier.
auquel vous êtes confrontés. Merci Bastien et merci Monsieur Gallet pour votre intervention. Mais de rien, merci à vous tous d'avoir participé et de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous.